Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui on vous présente une nouvelle vidéo Top 10. Pour cette vidéo Top 10, je suis accompagné des deux animateurs du podcast de Board Game Québec, Jean-Philippe et Marie-Lou. Le podcast est entièrement dédié aux jeux de société. À chaque épisode, vous pouvez retrouver une chronique en début d'émission et par la suite, on parle toujours des jeux qu'on a joués dans les dernières semaines. Pour écouter notre podcast, vous pouvez vous rendre sur notre site web. Vous pouvez aussi télécharger nos épisodes sur iTunes ou sur Google Play Music. Et on publie aussi du contenu sur Facebook et sur Instagram. On vous invite à nous suivre. Aujourd'hui, on vous présente un top 10 jeux de cartes. Pour nous, un jeu de cartes, évidemment, ça peut être un jeu qui est fait uniquement de cartes, mais aussi un jeu qui peut avoir d'autres composantes ou un plateau, mais qui fonctionne principalement avec des cartes. On retrouve un paquet de jeux de cartes dans le monde des jeux de société. C'est souvent des jeux qui sont facilement transportables ou des jeux qu'on peut servir pour initier des gens. Donc, on a toutes sortes de jeux de cartes de différentes complexités. Alors, on y va avec notre top 10 jeux de cartes. Mon numéro 10 est le jeu La pyramide du pharaon. C'est un jeu que je tenais à mentionner, même s'il s'adresse plus à un public familial et moins à des gamers, mais tout de même, je trouve qu'il n'est pas assez connu, puis qu'il gagnerait justement à être plus connu. C'est un jeu où on a des cartes qui vont pouvoir former une pyramide. Ça nous prend différentes choses pour pouvoir compléter notre pyramide. Il faut s'assurer d'avoir toutes les cartes requises. Puis évidemment, en haut de la pyramide, il y a un pharaon. Puis, ce qui est amusant dans ce jeu-là, c'est d'essayer de trouver le pharaon au milieu de tous les imposteurs, parce qu'il y a beaucoup de cartes imposteurs et seulement 2 cartes pharaon. Donc, souvent, en fin de partie, les joueurs vont essayer de se trouver un pharaon et vont essayer d'aller voir dans les pyramides des autres joueurs s'ils ne seraient pas à cet endroit-là. Donc, ça crée des rebondissements, puis c'est pour ça que j'aime ce jeu-là. Je trouve que c'est vraiment le fun à jouer en famille, puis je le recommanderais aux personnes qui ont des enfants puis qui aiment ça jouer à ce style de jeu-là. Donc, c'était mon numéro 10. Moi, je l'ai juste acheté comme commentaire. Je l'ai joué aussi avec Marie-Lou plusieurs fois à 2, 3, 4 joueurs. Mais lorsque je l'ai joué à 6 joueurs, je trouvais que le jeu perdait un peu de son sens. C'était vraiment long à finir la partie. Là. Donc, c'est mon commentaire par rapport à ce jeu-là pour ça. Mon numéro 10 est un vieux classique, le jeu Magic the Gathering. C'est un jeu de cartes qui se joue à 2 joueurs idéalement. On a des règles optionnelles pour pouvoir jouer à plus que 2 joueurs. C'est un jeu de cartes qui est très vieux, qui a quasiment 25 ans, qui sort des séries à chaque année, qui essaie d'innover, d'amener des nouvelles mécaniques de jeu dans ce jeu de cartes-là, ce petit jeu de cartes-là de duel. C'est un jeu de cartes que j'ai joué beaucoup dans mon enfance, qui a formé un petit peu le genre de gamer que je suis aujourd'hui. Encore aujourd'hui, j'ai encore mes cartes, ça m'arrive de les sortir pour jouer une partie de Magic. Je joue un petit peu moins souvent qu'avant, évidemment. Le petit côté négatif de Magic, c'est que ça coûte très très cher parce qu'à chaque fois qu'ils sont en nouvelle série, il faut acheter des nouveaux paquets pour essayer d'obtenir les cartes qui sont rares. Mais côté gameplay, c'est un excellent jeu et c'est un jeu qui a eu tellement d'influence dans les jeux de société modernes aujourd'hui. Mon numéro 10, Magic the Gathering. Pour ma part, pour mon top 10, mon numéro 10, c'est le jeu 13 Days de Cuban Missile Crisis. Ça vient tout juste de sortir. Juste pour mentionner tout d'abord, là, j'étais comme incapable de ne pas le mettre dans mon top 10, là, même si c'est un jeu. Oui, il y a des cartes, mais il y a aussi un plateau de joueurs, là, de jeu. Et si vous avez déjà joué à Twilight Struggle, là, c'est un peu une version légère, pas tout à fait légère de Twilight Struggle. Là. On a déjà aussi parlé dans notre podcast, si vous voulez aller écouter. Et dans le fond, pourquoi j'aime ce jeu-là? J'aime vraiment les jeux avec aspect historique d'histoire de la guerre froide. Là. C'est un jeu, dans le fond, où on est en situation de guerre froide. Il faut mettre de l'influence dans certains pays. Et il y a aussi le DEFCON, qui est pour la guerre nucléaire. Il ne faut pas déclencher la guerre nucléaire aussi si on ne veut pas perdre. Je trouve vraiment ces jeux-là qui ont un bel aspect stratégique. On sent vraiment la tension dans ce jeu-là tout le long du jeu. Et il est quand même rapide comparé à Twilight Struggle. On parle d'un jeu ici d'à peu près 45 minutes là, comparé à 2, 3, 4 heures pour Twilight Struggle. Donc c'est pour ça qu'il est au numéro 10 de mon top 10 de jeux de cartes. Mon numéro 9 est le jeu Sentinel of the Multiverse. C'est un jeu coopératif
dans lequel on va jouer des super-héros. Chaque super-héros va recevoir un paquet de cartes qui représentent les cartes avec lesquelles il va jouer. On a des cartes d'équipement, des cartes de pouvoir, des cartes qui nous permettent d'attaquer les ennemis. On va choisir un super-vilain aussi qui va avoir son propre paquet de cartes et ses propres règles à lui, ses propres attaques. Il peut avoir aussi d'autres super-vilains pour l'aider dans son paquet de cartes. Alors, on va aussi avoir un paquet de cartes d'environnement qui va venir mettre un petit peu de hasard entre les deux. Alors, on a vraiment une belle thématique de super-héros dans ce jeu-là. Un petit défaut, c'est qu'il y a beaucoup de petits jetons. Des fois, on a plein de petites habiletés qui nous rajoutent un point de dommage ou qui enlèvent des points de dommage quand l'autre nous attaque ou s'il arrive telle chose. Puis là, on met des petits jetons de carton un peu partout sur les cartes. À un moment donné, on se rappelle plus trop qu'est-ce qu'on a comme bonus ou comme malus. Par contre, pour remédier à ça, il existe une version sur application, donc on peut jouer sur notre tablette ou sur notre iPhone, on peut jouer sur Steam, le programme va gérer tout ça et le jeu va être vraiment plus fun à jouer. Donc le jeu Sentinel of the Multiverse, mon numéro 9. Pour mon numéro 9, c'est le jeu Star Realms, qui est un deck building avec une thématique spatiale que j'apprécie beaucoup. J'apprécie dans ce jeu-là, dans le fond, le but c'est de détruire l'adversaire en l'attaquant avec nos vaisseaux. Les cartes qu'on a pigées, dans le fond, c'est un jeu de deck building où on va acheter des cartes au cours de la partie pour les jouer et jouer les habilités. J'aime vraiment ça dans ce jeu-là qu'il y ait 4 différentes couleurs, factions là, qui font des habilités spéciales et qu'on peut combiner ensemble. Je trouve que c'est un jeu assez rapide aussi, qui joue à peu près en 30 minutes, vraiment plaisant. Là. C'est un jeu à 2 joueurs que j'apprécie beaucoup. Et donc c'était Star Realms pour mon numéro 9. Mon numéro 9, c'est le jeu Through the Ages. Ceux qui connaissent beaucoup ce jeu-là vont me dire ben voyons, ça n'a pas de bon sens de mettre ça juste au numéro 9. Je voulais juste mentionner que c'est pas parce que je l'aime moins, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup joué encore de parties. Donc je me garde une petite réserve, mais j'ai vraiment l'impression qu'il va monter dans mon top 10 assez vite. C'est un jeu de cartes où on développe une civilisation. Déjà là, c'est un thème que j'aime beaucoup, le développement de civilisation. J'aime bien les mécanismes de jeu, mais il faut savoir que c'est un peu compliqué, puis il y a des choses des fois dans le livret de règlement qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre. Dans une dernière partie qu'on a jouée, c'est une petite frustration que j'ai eue qui fait aussi qu'il est au numéro 9. Mais sinon, en général, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup découvrir pour l'instant. Puis je pense que ça va être vraiment dans mes jeux préférés prochainement, à force de le découvrir de plus en plus. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment me plaire. Puis voilà, c'était mon numéro 9. Donc pour mon numéro 8, c'est le jeu Les Poilus. Les Poilus, c'est un jeu encore là thématique de guerre. Je reviens avec ça souvent, peut-être encore dans la suite du top 10. C'est une thématique sur la Première Guerre mondiale où on incarne dans le fond les Français qui étaient surnommés les Poilus. J'aime vraiment de ce jeu-là, c'est qu'il est vraiment difficile comme jeu à jouer. C'est un jeu coopératif et dans les jeux coop, c'est ce que j'aime, c'est quand on ne gagne pas à tous les coups et qu'on a vraiment un challenge à chaque fois. J'ai aussi acheté récemment là, l'extension Aux Ordres qui rajoute une version solo qui est très intéressante à jouer. Et par contre, le petit bémol, c'est que la version solo qui rajoute dans l'extension, on aurait pu la jouer avec les cartes de base sans l'extension. Là, ils ont vraiment juste rajouté quelques tuiles et le reste de l'extension est vraiment fait pour jouer à 2, 3 ou 4 joueurs et que j'ai pas encore essayé. Donc, il ajoute des missions au lieu de seulement déterminer le nombre de cartes qui est distribué à chaque joueur. Et ce que j'aime aussi de ce jeu-là, c'est que c'est pas le but, c'est pas de faire des points, mais c'est vraiment de terminer le paquet et de, comme on dit, là, terminer la guerre. Donc c'était Les Poilus pour mon numéro 8. Mon numéro 8, c'est le jeu Android Netrunner. C'est une récente acquisition, donc c'est un petit peu pour les mêmes raisons que Through the Ages qui se retrouve pas au top de mon top 10, mais c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. On a joué quelques parties en peu de temps, je dirais, puis c'était vraiment intéressant. C'est un jeu où les deux joueurs jouent pas le même rôle. Il y a un joueur qui joue la corporation. Puis il y a un autre joueur qui joue le runner, qui est un petit peu un hacker informatique.
Et il y a beaucoup de mécanismes que j'avais jamais vus. La corporation place des cartes devant elle et place d'autres cartes pour protéger les cartes qui sont là pour pas que le runner puisse y accéder. Ça, j'aime vraiment cette idée-là. Puis j'aime le thème aussi. Je trouve qu'il est très bien implémenté dans le jeu. Le runner peut utiliser des programmes informatiques qui peuvent faire certaines actions pour pouvoir détruire certaines cartes de l'adversaire alors qu'un autre programme ne pourrait pas. Il faut vraiment s'assurer de pouvoir contrer toutes les choses que la corporation peut mettre devant nous. Donc, pour mon numéro 8, le jeu Netrunner, que j'ai l'impression aussi qu'il va monter dans mon top 10 rapidement. Mon numéro 8 est le petit jeu de cartes For Sale. C'est un jeu dans lequel on va aller, dans la première ronde de jeu, acheter des propriétés avec de l'argent qu'on a, avec une enchère. Et ensuite, dans la deuxième ronde de jeu, on va essayer de revendre nos propriétés pour obtenir les plus gros contrats de revente. Et évidemment, celui qui aura plus d'argent sera le vainqueur. C'est un jeu qui fait à peu près tout ce que le Monopoly peut offrir à quelqu'un en 20 minutes au lieu de 4 heures. Alors quand je veux initier quelqu'un à des jeux de société, souvent quand il me parle du Monopoly, oh, attention, je vais te faire jouer à For Sale. Tu vas aller chercher tous les éléments qui sont le fun dans le Monopoly sans les éléments qui sont plates. Alors, vraiment un bon jeu d'introduction, un bon petit filler qu'on peut jouer aussi dans une soirée, le jeu For Sale, mon numéro 8. Mon numéro 7 est le jeu Star Realms, dont Jean-Philippe a déjà parlé un petit peu plus tôt, donc je le décrirai pas en détail. Mais ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est qu'à chaque partie, on part de zéro, et puis là, il faut se construire une armée de vaisseaux spatiaux pour pouvoir attaquer l'adversaire. Puis j'aime aussi le principe des différentes couleurs qui fait que quand on a plusieurs cartes de la même couleur active, on a des effets bonus. Donc, il faut essayer d'aller chercher des cartes de la même couleur, mais il faut aussi essayer d'équilibrer les cartes qu'on a dans nos mains pour pouvoir profiter des différents pouvoirs que les couleurs peuvent nous apporter, parce qu'il y en a qui sont importants. Donc, disons, pouvoir se débarrasser de cartes qui sont moins bonnes dans notre deck, c'est important. Puis tous les autres pouvoirs sont aussi importants dans le fond, fait que c'est ce que j'aime de ce jeu-là. Le jeu Star Realms, mon numéro 7. Au numéro 7 est le petit jeu de cartes Love Letter. Je vais aller pour l'édition de Batman parce que c'est celle que j'ai puis que j'ai joué le plus. Puis qu'elle est plus cool que l'édition de base avec la princesse. C'est un jeu qui fait juste une quinzaine de cartes, donc vraiment très simple, vraiment peu de matériel. Chacun des joueurs va recevoir une carte qui représente un rôle dans le jeu, que ce soit Batman, Robin ou les différents vilains qui ont chacun un pouvoir sur leur carte. Et le but du jeu est soit d'éliminer tous les autres joueurs dans une ronde pour faire un point, ou d'éliminer les joueurs en jouant des cartes de Batman pour aussi faire des points si on élimine les vilains. Et le premier joueur là, qui arrive à 7 points sera le vainqueur. C'est un petit jeu de bluff, déduction, où on essaie de deviner un petit peu la carte qui est dans la main de l'autre pour essayer de l'éliminer avec une carte de Batman. Alors vraiment un petit jeu drôle, un petit jeu facile à apprendre, un petit jeu rapide, donc vraiment un très bon filler, le jeu Love Letter, mon numéro 7. Pour mon numéro 7, c'est le jeu Arboretum. Arboretum, c'est un jeu uniquement de cartes où vous devez faire des sentiers et des sentiers un peu pas comme on est habitué de faire. On va faire des suites de 1 à 8. On peut séparer les. On n'est pas obligé il peut manquer un 3 par exemple dans une série de 2 à 5, pardon. Et on les fait aussi de différentes couleurs. Par contre, ce qui va nous faire marquer des points, c'est la couleur du début et de la fin de la suite. C'est vraiment ça que je trouve original dans ce jeu-là. Et il y a vraiment une façon unique de compter les points en fin de partie où on peut, si on a gardé dans nos mains la couleur d'un sentier d'un adversaire et que lui n'a pas assez. Lui aussi, il faut qu'il garde cette couleur-là dans ses mains. Et s'il n'y a pas un chiffre plus élevé que nous, ben, il ne pourra pas marquer son sentier. Donc, c'est vraiment une stratégie. On a toujours nos 7 cartes en main et dans ce jeu-là, on a tout le temps le questionnement qu'est-ce que je jette? Parce qu'on pige une carte, on en joue une et on en jette une. En fait, on pige 2 cartes, on en joue une, on en jette une et on a toujours le questionnement de qu'est-ce que je vais jeter ce tour-ci. Donc, je trouve vraiment que c'est ce qui fait la beauté de ce jeu-là. Il est très bien balancé aussi pour 2 à 4 joueurs. Donc, mon seul bémol par rapport à ce jeu-là, pourquoi il est au numéro 7, c'est parce qu'il est quand même difficile à expliquer dans le sens à faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils gardent des mains, dans leurs mains les cartes qui vont vouloir faire des points avec. Donc, c'est ça mon bémol de ce jeu-là. Donc, pour mon numéro 7, c'est Arboretum.
Mon numéro 6 est le jeu Smash Up. Dans Smash Up, on va choisir au début de la partie 2 paquets de cartes, puis on va les mélanger ensemble, ce qui va donner notre paquet de cartes pour la partie qu'on va utiliser pour jouer. Chacun des paquets de cartes représente une faction différente, que ce soit des pirates, des ninjas, des robots, des dinosaures, ou un paquet de factions là, drôles les unes après les autres. On a aussi un paquet d'extensions pour Smash Up qui rajoute différentes factions. Alors, là, les possibilités là, sont immenses. On a une super bonne rejouabilité parce qu'on peut faire plein de combinaisons de 2 paquets différents à chacune des parties. Alors, la rejouabilité est excellente. Dans Smash Up, on va placer sur la table des bases et dans notre tour de jeu, on va prendre des cartes de nos mains. On a 2 sortes de cartes. On va pouvoir jouer des cartes de minions sur les bases pour essayer de faire des points quand ils vont atteindre une certaine puissance en minions total sur la base. Et on a aussi des cartes d'action qui peuvent nous servir à faire plein d'effets, là, déplacer des minions, les détruire ou les augmenter, ou faire plein d'effets sur les bases aussi. Alors c'est un petit jeu là, qui a un petit aspect là, qu'on va picosser les autres joueurs en les attaquant avec nos cartes ou avec les effets de nos minions là, pour les empêcher de marquer des points. C'est un jeu qui est super simple et qui est vraiment amusant, le jeu Smash Up, mon numéro 6. Pour mon numéro 6, c'est le jeu Pathfinder Rise of the Runelords. C'est un jeu d'aventure où on incarne des guerriers, des aventuriers, où on va avoir dans le fond à chaque une campagne qu'on va poursuivre, il va y avoir plusieurs scénarios dans les campagnes, et à chaque scénario, on va avoir dans le fond des lieux à visiter dépendant du nombre de joueurs. Et dans ces lieux-là, va se retrouver des henchmen et un vilain qu'il va falloir vaincre pour réussir la mission et remporter. Souvent, il y a des bonus à la fin là, lorsqu'on termine un scénario où on va pouvoir avoir peut-être des fois des cartes supplémentaires, des ajouts dans le fond sur notre personnage. On peut augmenter ses caractéristiques, augmenter ses pouvoirs d'attaque. Dans le fond, c'est un jeu où on va lancer des dés lorsqu'on veut résoudre les combats. Et dans le fond, on va peut-être avoir des fois des plus 1 sur nos dés, etc. qu'on peut ajouter après chaque scénario. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup aussi pour le fait que lorsqu'on explore des lieux, dans le fond, on peut trouver des nouveaux objets comme des nouvelles armes, des nouvelles armures, des nouveaux items, etc. Et aussi, ce que je trouve un peu redondant par contre dans le jeu, c'est le fait que les lieux, des fois, de scénario en scénario, c'est les mêmes lieux qui reviennent. Donc, il y a le même nombre de cartes, mettons, de monstres dans le paquet. Donc, on se retrouve un peu à faire la même chose tout le temps, mais c'est quand même pour ça qu'il se retrouve au numéro 6 de mon top 10. C'est le jeu Pathfinder Rise of the Runelords. Mon numéro 6, c'est le jeu Les Poilus que Jean-Philippe a déjà mentionné. J'ai un peu les mêmes commentaires que Jean-Philippe. Ce que j'aime, c'est que c'est très difficile, mais par contre, ça demeure très facile à comprendre et à expliquer aux autres joueurs qui jouent avec nous. Puis vu que c'est tellement difficile, on a le goût d'y rejouer plusieurs parties de suite pour essayer de réussir la mission. Donc c'est vraiment intéressant. Puis ce que je rajouterais aussi, c'est que j'aime beaucoup le design du jeu en tant que tel, en particulier les images sur les cartes qui ont été dessinées par Tignou, un caricaturiste du Charlie Hebdo, qui a malheureusement été tué dans les attentats qui ont lieu à cet endroit-là. Donc, mon numéro 6, le jeu Les Poilus à découvrir. Excellent choix, Les Poilus. Quand j'ai fait ma liste de mon top 10, je pense qu'il est arrivé comme 12e, donc il a failli se glisser dans mon top 10. Moi aussi, on aurait pu avoir un jeu tous les trois en commun, mais j'ai trouvé des jeux qui étaient un petit peu meilleurs pour moi. Vraiment un bon jeu coop, vraiment difficile. C'est rare qu'on joue seulement une partie, on veut rejouer jusqu'à temps qu'on gagne ou qu'on passe très près de gagner. Là. Vraiment bon jeu de cartes, Les Poilus. Mon numéro 5 est le jeu Mage Knight. Le jeu Mage Knight, dans le fond, c'est un jeu d'aventure aussi, avec un thème fantastique où on va incarner encore là des aventuriers, mais on a une map, dans le fond, qui se détermine au cours de la partie où on va pouvoir explorer la map. Dans le territoire, dans le fond, on va retrouver des châteaux, des tours de mages, des dunes, on peut explorer tout ça, les battre, ça nous donne de l'expérience. C'est vraiment un jeu complet qui nous sent, on sent vraiment une aventure immersive dans ce jeu-là lorsqu'on joue à ça, mais c'est un jeu qui est quand même très long. Aussi, il va y avoir dans le fond des villes où souvent le but de la mission c'est de vaincre la ville et de tuer toutes les villes dans le fond, qu'il va y avoir en jeu lorsqu'on joue en coop. On peut aussi jouer en duel, donc tout contre. Aussi, on peut jouer en mode solo, donc il y a vraiment une grande variabilité à ce jeu-là. On peut jouer indéfiniment à ce jeu-là, à mon avis.
les parties ne seront jamais pareilles vu que les maps, justement, on explore, donc les tuiles ne sont pas toujours les mêmes. Il y a aussi l'aspect deck building dans ce jeu-là où on l'a pas encore expérimenté, mais en début de partie, on a chaque personnage a un deck de départ, mais on peut, si on veut, changer quelques cartes. J'ai pas encore exploré cet aspect-là, mais j'ai hâte de le faire aussi. Et aussi, en cours de partie, on va aller chercher justement des cartes supplémentaires aussi. Lorsqu'on va monter de niveau, des sorts aussi qu'on va ajouter à notre deck au cours de la partie. Et par contre, comme je disais, mon bémol, pourquoi il est au numéro 5, c'est à cause de la longueur du jeu qui des fois peut... la dernière fois, Marie-Lou et moi, on a fait une partie, je pense que ça a duré à peu près 6 ou 7 heures. C'est long. On a super entre les deux, on essaie de... ça a été quand même très long, mais très amusant. Là. On a vraiment eu beaucoup de plaisir, vraiment immersif, comme je disais tantôt. Et encore là, les règlements, des fois, sont durs à aller retourner dedans. On a de la misère à trouver ce qu'on veut. C'est des règles de Vlados Vatil, même jeu que True Ages, que des fois, on a un peu de la misère à se repérer dedans. Donc, c'est pour ça que Mage Knight est au numéro 5. Mon numéro 5, c'est le jeu Les Cités Perdues. C'est un jeu pour 2 joueurs seulement, avec des cartes numériques qu'on doit placer devant nous. Quand on décide, il y a différentes couleurs de cartes, puis quand on décide de placer une carte d'une certaine couleur devant nous, ça veut dire qu'on entreprend une expédition dans cette couleur-là. Puis puisqu'il y a des coûts à engendrer pour faire une expédition, il faut s'assurer d'avoir un minimum de points de cette couleur-là qui va être devant nous à la fin de la partie. Sinon, ça va nous faire perdre des points. Mais sinon, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible devant soi. En payant nos coûts d'expédition, le reste des points qu'on a accumulés, ça va devenir nos points de victoire à la fin de la partie. Ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est qu'il faut vraiment penser à quelle carte on va aller chercher dans le milieu, parce que chaque joueur discarte des cartes dans son tour. Donc si l'adversaire met une carte qui est intéressante pour nous au milieu de la table, on peut aller la chercher. Mais il faut vraiment faire attention aussi à qu'est-ce qu'on laisse à l'adversaire. Des fois, il y a des cartes qu'on pense qu'il n'y aura pas besoin parce qu'il n'y a pas encore entrepris d'expédition dans cette couleur-là. Mais finalement, c'était la carte qu'il avait besoin pour commencer son jeu. Donc, il faut vraiment faire attention, c'est très stratégique, c'est vraiment bien pensé. J'aime beaucoup ce jeu-là. On l'a pas malheureusement dans notre collection, mais je joue sur le site de Board Game Arena. .com à ce jeu-là très fréquemment, puis c'est vraiment bien fait. C'est très simple, donc je vous invite à aller le découvrir sur ce site-là si vous le connaissez pas déjà. C'était mon numéro 5, Les Cités Perdues. Mon numéro 5 est le jeu San Juan, qui est le jeu de cartes qui est inspiré du célèbre jeu Puerto Rico. Un peu comme dans Porto Rico, vous allez construire un petit peu votre ville, vous allez avec des bâtiments qui sont représentés par les cartes que vous avez dans vos mains. À chacun des tours, on va choisir un rôle parmi les rôles qui sont disponibles sur la table. Quand on va choisir un rôle, tous les joueurs vont pouvoir effectuer l'action de ce rôle-là, sauf que celui qui l'a choisi va avoir un bénéfice supplémentaire, un petit bonus, parce que c'est le joueur actif. Les cartes représentent des bâtiments qu'on va placer dans notre ville, qui ont différents pouvoirs pour chacun des bâtiments. On a des bâtiments de production qui vont faire aussi des marchandises qu'on va pouvoir revendre avec un marché qui va varier d'un tour à un autre aussi avec des tuiles qu'on va piocher. Ce qui est le fun, c'est que les cartes sont multifonctionnelles. Donc oui, les cartes font les bâtiments de notre ville, mais représentent aussi l'argent qu'on a pour les bâtir. Alors si j'ai 5 cartes dans mes mains, puis je veux bâtir un bâtiment à 3, qui coûte 3, alors il faut que je défausse 3 cartes pour pouvoir construire mon bâtiment. Alors c'est vraiment impossible de garder toutes ces bonnes cartes dans nos mains, parce qu'il faut en défausser plein là, pour pouvoir construire les bâtiments dans notre ville. Alors un jeu quand même assez stratégique, vraiment le fun, le jeu San Juan, mon numéro 5. Mon numéro 4, c'est le jeu Villages of Valeria, un jeu qu'on a supporté sur Kickstarter, mais qu'on n'a pas encore reçu la version finale. Par contre, durant la campagne Kickstarter, on pouvait télécharger une version print and play du jeu. Donc, on l'a imprimé en noir et blanc. J'ai vraiment très hâte de recevoir la version couleur. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu-là. C'est un jeu dans lequel on construit une ville avec les différentes cartes qui sont disponibles. Les cartes représentent des bâtiments, mais il y a aussi un symbole pour les ressources. Donc, on a le choix de les intégrer dans notre village ou de les mettre en dessous de notre château pour pouvoir avoir les ressources qui sont sur la carte.
Donc, il faut faire des choix stratégiques parce qu'on peut aussi aller piocher des cartes et discarter des cartes. Il faut s'assurer de garder les bonnes. Aller voir qu'est-ce qui serait le plus payant pour nous. Est-ce que ça serait de la jouer en ressources ou de la jouer dans notre village? Puis, il y a aussi des personnages qu'on peut aller chercher pour ajouter dans notre village. Et certains, à la fin de la partie, nous permettent de faire des points tout dépendant du nombre de bâtiments qu'on a d'un certain type. Donc, c'est un jeu vraiment complet. Les cartes sont vraiment belles, la version couleur qu'on n'a pas encore. Puis, le design est très beau. Donc, c'était mon numéro 4, Villages of Valeria. Mon numéro 4 est le jeu Settlers, qui est mieux connu sous le nom de Imperial Settlers. C'est un jeu où on va bâtir une civilisation. Et avec des cartes, les cartes représentent différents bâtiments qui ont différents effets. Ce qui est le fun, c'est qu'au début de la partie, on choisit une civilisation parmi les 4 disponibles et qu'on va avoir, chaque civilisation a un paquet de cartes qui est différent des autres. Et on va avoir aussi un paquet de cartes qui est commun. Alors, on va avoir des cartes du paquet commun et on va avoir des cartes de notre paquet de factions. Alors, ça fait que chaque faction va être différente les unes des autres. Le but, c'est de faire le plus de points de victoire et on essaie de construire notre village pour que ça devienne un peu une machine à points. Alors, on va essayer de bâtir des bâtiments qui vont générer des points avec les ressources qu'on va utiliser et on doit aussi utiliser toutes les ressources dans notre tour, sinon elles sont perdues, sauf une sorte qui va être différente là, pour chacune des factions. Alors, il faut vraiment essayer de faire l'engin le plus efficace possible pour maximiser nos ressources à chaque tour et faire le plus de points pour gagner la partie. Donc, vraiment le fun comme jeu de civilisation. Mon numéro 4, le jeu Settlers. Pour mon numéro 4, c'est le jeu Seven Wonders Duel. Encore là, un jeu de civilisation qui est dérivé du jeu Seven Wonders. Ce que j'aime dans ce jeu-là, par contre, j'ai jamais joué le jeu Seven Wonders normal. Malheureusement. Ça manque à notre culture. Ouais, effectivement. Encore. Mais ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est vraiment la mécanique de jeu où à chaque âge, dans le fond, on a une pyramide différente où on va justement chercher des cartes, soit les défausser si on veut nuire à l'adversaire. Aussi, on peut aller. Il y a aussi la traque de conflit où on peut gagner avec une victoire militaire. Il y a aussi les cartes scientifiques où on peut gagner avec une victoire scientifique, mais qui est très difficile, pas encore réussi. Il y a aussi la façon avec les points, justement, à la fin, le joueur avec le plus de points remporte la partie. C'est un jeu que je trouve vraiment rapide, à peu près une demi-heure, 45 minutes, puis on a beaucoup de plaisir à y jouer. Les parties sont toujours sont toujours compétitives. Là. On a toujours, moi et Marilou, on y joue ensemble justement, et on a toujours eu des parties très serrées. Des fois c'est elle qui gagne, des fois c'est moi qui gagne. Là. C'est vraiment pas toujours la même personne qui remporte la partie. Et mon seul petit bémol pourquoi il était numéro 4, c'est vraiment, je trouve qu'il y a quand même un aspect chance dans le jeu où la disposition des cartes fait en sorte que des fois on est vraiment malchanceux sur la disposition avec l'autre joueur qui va ramasser toutes les bonnes cartes et nous on est toujours pognés avec les moins bonnes. Donc c'était Seven Wonders Duel au numéro 4. Mon numéro 3 est le jeu Elysium. C'est un jeu qui se passe dans le panthéon grec où on va choisir 5 paquets de cartes qui représentent les différents dieux du panthéon. On va les mélanger ensemble pour faire le paquet de cartes qu'on va piocher pour la partie. On a un certain nombre de cartes sur la table à chacune des rondes et on va devoir recruter les cartes en utilisant les petits piliers que nous avons à notre disponibilité. On va essayer avec les cartes d'utiliser leur pouvoir pour générer de l'argent, puis aussi les transférer dans notre Elysium pour pouvoir marquer des points. Parce que les cartes, quand elles ne sont pas dans l'Elysium, ne valent pas de points, mais par contre, si elles vaut des points dans l'Elysium, elles perdent son pouvoir. Alors, il faut essayer de déterminer c'est quand le meilleur moment pour descendre une carte. Est-ce que son pouvoir est vraiment trop bénéfique? Je vais attendre plus tard pour la descendre pour faire des points. Et on peut justement descendre un certain nombre de cartes dans l'Elysium à chacun des tours. Le jeu joue super rapidement. Il y a 5 tours de jeu seulement. On dirait que quand on finit la partie, on voudrait prendre un tour ou deux de plus pour finir ce qu'on est en train de faire, parce que bon, faut faire des espèces de suites avec les différents dieux, soit de la même couleur ou soit des différentes couleurs avec le même chiffre sur les cartes. Les cartes sont exceptionnellement belles, donc le côté artistique du jeu là, est vraiment exceptionnel. Dans tous les jeux que j'ai vus, c'est un des plus beaux. Le gameplay est vraiment le fun, le recrutement de cartes, la collection d'ensemble qu'on doit faire dans l'Elysium. Alors vraiment le fun, le jeu Elysium qui est mon numéro 3.
Ouais, il avait joué justement, moi et Marie-Lou, une fois, là, mais probablement qu'il aurait été dans mon top 10, j'aurais joué plus souvent. Vraiment un bon jeu, puis on était vraiment surpris par la rapidité du jeu. Là. Ouais. J'avais vraiment très apprécié On a ça. beaucoup aimé. Puis de la manière qu'il est construit, on veut qu'il y ait une extension qui sorte. C'est tellement facile de sortir, je sais pas, 5 nouveaux dieux. Puis il y a de la place dans la boîte par hasard. Il est placé. Alors on attend l'expansion. Surveiller. Ouais. Donc, mon numéro 3, Marie-Lou en a parlé, To the Ages. Moi, je le place plus haut. J'aime vraiment ce jeu-là. J'aime les jeux de longue durée, comme vous avez peut-être pu remarquer. Les jeux de développement de civilisation aussi. Je ne rentrerai pas encore dans le détail comme Marie-Lou a expliqué le jeu. Je trouve vraiment, encore là, on a une aventure qui est vraiment immersive dans ce jeu-là. Il y a un jeu qui offre une belle complexité. On a vraiment plusieurs stratégies qu'on peut y aller. On peut y aller pour le militaire ou seulement juste rattraper les adversaires, mais sans trop essayer d'aller les battre. Puis se concentrer plus sur les points de fin de partie. Il y a différentes façons de jouer le jeu aussi. On peut jouer plus court, on peut jouer la version plus longue aussi. J'aime l'aspect des différents âges où dans le fond ça élimine certaines de tes cartes, donc c'est à penser lorsqu'on joue de bien jouer ses cartes et pas garder des cartes des âges vraiment anciens dans nos mains puisqu'on va les perdre. Et aussi, mon petit bémol, le livret de règlement encore là, c'est des fois on se cherche un peu dans le jeu. Et donc au numéro 3, c'est To the Ages. Je tenais à mentionner aussi par rapport à ce jeu-là que la version qu'on a, c'est l'ancienne version et non celle qui vient de sortir. Il y a certaines choses qui ont été améliorées dans la nouvelle version, puis Jean-Philippe a eu la chance de l'essayer, puis je pense qu'il a apprécié. Ouais, j'ai joué aussi, puis ouais, les améliorations sont très bonnes. Là, ça change vraiment pas trop le jeu, ça vient juste rendre la mécanique plus simple lorsqu'on fait les points. L'ordre est plus intelligent, je pourrais dire, là, plus instinctif. Donc, bien hâte d'essayer cette version-là aussi de mon côté. Pour mon numéro 3, c'est un jeu que David a déjà mentionné, le jeu Love Letter. Un tout petit jeu. Nous, on a la version princesse, on n'a pas la version Batman. Mais de mon côté, ça me dérange pas du tout, mais je comprends que ça peut rébuter certains joueurs masculins. Mais c'est vraiment un jeu très bien pensé. Ça fit dans une toute petite pochette en velours rouge et j'aime vraiment ce jeu-là. Il y a différents rôles qui existent dans le jeu, tout dépendant des cartes qu'on a dans nos mains. Il faut décider quel rôle va nous être bénéfique ce tour-ci. Et il faut savoir que si on a la princesse dans nos mains, il faut éviter de la discarter à tout prix, sinon on est éliminé. Donc il y a un peu de bluff aussi dans ce jeu-là. Si on a la princesse dans nos mains, on essaye de faire une poker face pour pas que les autres joueurs nous la fassent discarter. Mais c'est ça, David en a déjà parlé, je rentrerai pas dans les détails, mais c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Je pourrais jouer tout le temps, puis c'est très très rapide, très facile à expliquer. Vraiment un très bon jeu et c'était mon numéro 3. Pour mon numéro 2, c'est le jeu Food Chain Magnate. Un jeu, c'est pas seulement un jeu de cartes. Par contre, les cartes sont très importantes dans ce jeu-là, mais on a aussi un plateau où on va, dans le fond, le but du jeu, c'est de construire une chaîne de restauration rapide et de faire le plus d'argent possible. Dans le fond, comment ça va jouer, c'est que on va faire buster la banque une première fois, puis à la deuxième fois, ça déclenche la fin de partie, mais on va essayer d'accumuler au cours de la partie le plus d'argent possible, justement en vendant des pizzas, des burgers, de la liqueur, et dans le fond, faire compétition aux autres joueurs. C'est vraiment du capitalisme sauvage, ce jeu-là, où on veut vraiment être le meilleur et écraser tous les autres joueurs. Je trouve c'est ça que je trouve intéressant dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu très compétitif et il faut vraiment... il y a aussi des cartes de milestone, des achievements qu'on pourrait dire dans le jeu qui sont vraiment importantes, qui donnent des avantages à chacun des joueurs et c'est seulement le premier joueur qui fait je dirais le prérequis pour l'avoir qui va l'avoir. Donc c'est vraiment important dans ce jeu-là. Je trouve vraiment cet aspect-là très bien pensé. Ça augmente la compétitivité et des fois il faut faire des choix que certains milestones on les aura pas. Et je trouve vraiment la mécanique des actions très bien fait. Dans le fond, les cartes qu'on va aller chercher, ça va être nos employés et on va vraiment faire une structure pyramidale du jeu de notre hiérarchie et par exemple un manager peut avoir 3 personnes en dessous de lui et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une belle mécanique de jeu pour la sélection des actions.
Et j'aime vraiment la thématique aussi du jeu années 60. Le design est très beau, sauf le plateau qui est un peu, on dirait, qui a été botché. Mais le reste des cartes est vraiment bien fait. Donc, au numéro 2, c'est le jeu Food Chain Magnate. Mon numéro 2, c'est encore un jeu que Jean-Philippe a déjà mentionné, c'est le jeu Pathfinder, la version Rise of the Rune Lords qu'on a. J'adore ce jeu-là à cause, justement, comme Jean-Philippe l'a expliqué, des campagnes qui font que de partie en partie, on améliore notre personnage. On peut aller chercher des items qui vont nous suivre dans la prochaine partie. On peut améliorer les caractéristiques de notre personnage. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux. Et je trouve que ça donne vraiment un feeling de vivre une aventure vu qu'on progresse de partie en partie, puis on avance aussi dans l'histoire. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de détails sur l'histoire. Il y a quelques phrases écrites sur les cartes qui peuvent nous donner un aperçu de qu'est-ce qui se passe dans le jeu, mais c'est vraiment plus basé sur qu'est-ce qu'on décide de faire. Comme Jean-Philippe l'a mentionné, je suis d'accord avec son commentaire par rapport au fait que c'est un peu répétitif, le fait de visiter toujours des lieux. On fouille des paquets de cartes dans le fond, fait que c'est sûr qu'on n'a pas le même feeling qu'un jeu comme Mage Knight où on se déplace sur un plateau. C'est peut-être quelque chose qui serait intéressant d'ajouter à ce jeu-là. Mais je trouve que ce jeu-là est vraiment exceptionnel avec le développement des personnages puis tout ça. Puis j'aime beaucoup l'univers, même si j'ai jamais joué au jeu de rôle de Pathfinder, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc c'est un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. Puis j'aime ça aussi que les parties soient quand même assez courtes, contrairement à Mage Knight qui prend des heures et des heures à jouer. Donc c'était mon numéro 2, le jeu Pathfinder. Mon numéro 2 est aussi un jeu que Jean-Philippe a mentionné, qui est Seven Wonders Duel. Comme Jean-Philippe l'a dit tantôt, on a les pyramides sur la table à chacun des âges et on doit aller recruter les cartes une après l'autre. Et plus on monte dans la pyramide, là, on débarre l'accès aux autres cartes. C'est une façon très originale d'emmener une mécanique de recrutement de cartes à 2 joueurs qui est le fun, parce qu'une mécanique standard de recrutement de cartes à 2, c'est un peu plate là, de juste prendre les cartes d'un paquet, le donner à l'autre, de se l'échanger comme ça. Donc avec les pyramides, je trouve que c'est vraiment original, ça amène l'esprit du recrutement de cartes. Il y a quand même un côté un peu chance, parce qu'on sait pas les cartes qui sont cachées, alors quand elles sont retournées, mais on peut donner accès à une très bonne carte à notre adversaire sans le savoir, ou on peut vraiment lui donner la carte qu'il avait besoin pour nous battre. C'est des choses qui peuvent arriver. Par contre, avec les merveilles, des fois, on peut réussir à jouer 2 tours de suite pour essayer d'éviter ça. Si on est vraiment sur le bord de perdre, puis que l'autre a besoin, exemple, de sa dernière carte scientifique pour gagner, mais là, on pourrait jouer notre merveille, jouer 2 fois, puis s'assurer que notre adversaire n'ait pas cette carte-là. Toutes les parties que j'ai jouées étaient serrées. J'ai des parties qui sont gagnées de façon militaire, de façon scientifique, de façon avec les points. Donc c'est vraiment varier les façons de gagner. Puis des fois, même si une partie, on dirait qu'un joueur est dominant, il réussit à avoir beaucoup de ressources, puis là l'autre joueur, il a de la misère à acheter des bâtiments. Ben lui, il peut se concentrer sur les autres sortes de victoires, puis des fois, c'est surprenant, puis il peut réussir à le faire. Alors vraiment, là, c'est un jeu vraiment surprenant, le côté stratégique, les différentes façons qu'on peut s'adapter, puis les différentes façons de gagner, là, vraiment bien fait, vraiment le fun. Là. Seven Wonders Duel, mon numéro 2. Je suis content de savoir qu'on peut gagner de façon scientifique. Je vais continuer à persévérer sur cette voie. On est maintenant rendu à la première position de notre top 10. De mon côté, c'est un jeu qui a déjà été mentionné par Jean-Philippe et aussi par David. Donc, c'est le jeu Seven Wonders Duel. On l'a déjà mentionné dans notre podcast. On trouve que c'est un jeu presque parfait. C'est un jeu qui est bien balancé entre la stratégie et la chance, qui est très compact et avec un beau design. Il y a plusieurs façons de gagner, ce qui est très intéressant. Aussi, les parties sont pas trop longues et c'est très facile à apprendre et à expliquer à d'autres joueurs. Et ce que j'aime le plus, c'est que les parties sont vraiment pas mal tout le temps serrées, là, comme Jean-Philippe et David l'ont déjà mentionné. Fait que c'est vraiment le fun de jouer à ça. On n'a pas l'impression qu'on tire de la patte, à moins qu'on soit vraiment, vraiment malchanceux. Donc, les expériences de jeu sont tout le temps pas mal intéressantes.
il y a tout le temps de la tension, on pense qu'on va gagner ou à la fin il peut y avoir un revirement de situation, une victoire militaire qu'on n'avait pas vu venir par exemple. C'est déjà arrivé quelques fois. Donc je peux pas en rajouter plus que ça, on en a déjà beaucoup parlé, mais pour moi c'est vraiment mon coup de cœur, mon numéro 1 et je le recommande à tout le monde. Donc c'est le jeu Seven Wonders Duel. Yes, c'était notre premier jeu en les trois en commun. Vraiment un excellent jeu. Ouais. Mais mon numéro 1 est le jeu Legendary Marvel Deck Building Game. C'est un jeu dans l'univers de Marvel où vous allez jouer les super-héros, les Avengers, les X-Men, vous allez combattre leurs ennemis. À chacune des parties, on va choisir 5 super-héros, qu'on va prendre chacun leur paquet de cartes et on va les mélanger. Donc, ce sont les héros disponibles pour la partie. On va aussi choisir différents clans de vilains qu'on va mélanger pour faire le deck de vilains. Et on va se choisir un super vilain à affronter qui va avoir un plan. Donc, on a vraiment un paquet de combinaisons possibles. Dans la boîte de base, on a quand même beaucoup de héros différents, beaucoup de vilains et tout ça. C'est un jeu qui a paquet d'extensions déjà qui sont sur le marché. Les extensions sont vraiment bonnes, vont vraiment ajouter des nouveaux pouvoirs aux cartes, des nouvelles affaires qui sont différentes, qui ajoutent de nouvelles dimensions. On a vraiment plein de combinaisons qu'on pense même pas qui sont efficaces. C'est un jeu de deck building, alors on a tous un paquet de cartes de base au début et on va acheter des nouvelles cartes au fur et à mesure que la partie va progresser. On va acheter les différents super-héros qu'on va placer dans notre deck, évidemment qui sont meilleurs que nos cartes de base qui sont les agents du Shield. Et on va essayer de combattre le super vilain avant que son plan n'arrive à exécution et qu'on perde la partie. Il y a d'autres aussi moyens de perdre la partie. Alors vraiment un jeu là, qui a une rejouabilité immense, un jeu qui est le fun, un jeu de deck building, il faut s'adapter avec les cartes qui vont sortir aussi. J'ai toujours adoré là, de construire des paquets de cartes comme ça. Ça me rappelle un petit peu l'époque quand je jouais à Magic justement, ou de construire un deck avec une stratégie. Mais là, ça fait partie du jeu de se construire son deck. Alors vraiment le fun comme deck building. Mon numéro 1 des jeux de cartes, Marvel Legendary Deck Building Game. Pour mon numéro 1 à moi, Marie-Lou l'a déjà mentionné, c'est le jeu Android Netrunner. Un jeu, il est au numéro 1 parce que c'est un jeu vraiment de cartes en entier, comparé à Food Chain Magnate. Mais c'est un jeu avec... premièrement, j'adore la thématique du jeu, la thématique informatique. C'est de quoi qui m'intéresse, l'informatique en général. Fait que d'avoir le runner justement qui joue des programmes et la corporation qui va jouer des ice pour bloquer justement les runners qui essaient de hacker ton serveur. Dans le fond, tu vas avoir des cartes qui sont des remote servers. Tu as ton serveur central qu'il faut que tu protèges aussi. Donc il faut vraiment que tu protèges toute ta base de données. Le jeu est vraiment rapide. La première fois lorsqu'on l'a acheté, on a joué, je pense, 4-5 parties consécutives à échanger les rôles, justement, vu que les rôles sont asymétriques. Donc, on joue vraiment pas la même partie si on joue du côté de la corporation ou du côté des runners. Il y a une possibilité de deck building très grande dans ce jeu-là, vu que, justement, il y a des tonnes d'extensions, qu'on rajoute vraiment des tonnes de cartes au cours dans le jeu pour, justement, augmenter l'expérience. Vraiment un jeu que j'adore. Et aussi, j'ai trouvé sur Board Game Geek une version solo qu'on peut justement essayer de jouer le runner puis rentrer dans la corporation, ou l'inverse, il y a les deux. Il y a des gens qui ont fait des versions solo qui ajoutent encore au jeu lorsqu'on veut absolument jouer et qu'on est seul pour jouer. Donc c'est vraiment un jeu que j'adore jusqu'à maintenant et le design est très beau. Donc c'était Android Netrunner, mon numéro 1 de jeu de cartes. C'est ce qui conclut notre top 10 jeux de cartes. J'espère que vous avez apprécié nos choix. J'espère qu'on vous a fait découvrir quelques nouveautés ou des jeux que vous voudrez peut-être essayer prochainement. Si vous avez des suggestions de jeux de cartes que vous trouvez vraiment le fun et que vous aimeriez nous mentionner, on vous invite à le mentionner dans les commentaires en bas de la vidéo. Donc on aimerait ça connaître vos coup de cœur dans les jeux de cartes. Et je vous invite à aller écouter les épisodes du podcast de Board Game Québec avec Jean-Philippe et Marie-Lou qui sont disponibles sur leur site web. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Continuez de gamer.